propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation et votre présence cette webconférence, la deuxième de l'année pour la 7. Et donc, j'ai le plaisir de... Bonjour Cyril. J'ai Bonjour. le plaisir de co-animer cette session avec Frédéric. Bonjour à tous. Voilà, donc cette session va s'articuler en quatre moments. Il y aura trois présentations de 15 minutes qui vont se succéder, puis un temps d'échange et de questions-réponses. Donc là, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, vous êtes invités à poser vos questions dans le chat. Et après, je ne sais pas si la technique permet à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de poser leurs questions de vive voix. Ça, je l'ignore. Voilà, en tout cas, à minima, il y a le questionnement dans le chat. Et après, j'espère que on pourra tout de même on pourra échanger et converser avec nos intervenants. Donc, trois présentations qui tournent autour de la présentation de dispositifs innovants en ETP lors de la formation initiale. Une expérience qui va nous provenir du côté du CHU de Nice, une deuxième qui va nous provenir du côté du CHU de Grenoble-Alpes. Et après, ce n'est pas une expérience de terrain, néanmoins, elle est incarnée dans un dispositif de recherche et un programme pour les enfants, mais qui va nous parler de l'approche par compétences et du curriculum qui est attendu, en tout cas qui pourrait être espéré au niveau des programmes d'éducation thérapeutique et les répercussions, on pourra en discuter, que ça peut avoir au niveau de la formation des professionnels intervenant en ETP. Voilà, donc du coup, sans plus attendre, je vous propose de commencer par le premier dispositif, un dispositif de formation ETP, patient partenaire, médecin enseignant pour les internes en médecine générale du CHU de Nice. Et c'est Yves Coussement et Fabrice Gasperini qui vont nous le proposer. Je vous laisse vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites, et puis vous préférez, je vous lance le diaporama ou vous voulez le passer vous-même? Alors, moi, j'ai pas PowerPoint là, parce que je suis au cabinet. Soit Yves, soit toi, Bah, si tu Benoît. l'as, fais-le, Benoît. Allez, Sinon, je l'ai je l'ai, aussi. je l'ai, je l'ai, voilà. Tac, si je maîtrise. Et techniquement, Benoît, pendant que tu mets le diaporama, est-ce qu'on utilise le Q&R ou chat pour les questions? C'est quoi la différence? Ben, je sais pas, Excusez-moi de poser la question bête. parce qu'en tout en bas dans le bandeau, il y a marqué Q&R et puis il y a chat de l'autre côté. Oui, Bon, j'ai c'est juste pour que, j'ai savoir où on que, va j'ai j'ai récupérer. que, j'ai que chat, mais c'est vrai que tout à l'heure j'avais Q et R, tout à fait. Mais alors, chat pour tout le monde, si dans ce cas-là, on aura tous Allez, ça. voilà, donc merci. Donc, au fil de l'eau, vous pouvez poser vos questions dans le chat et ça permettra de lancer la discussion avec nos intervenants. Voilà. Donc là, je me Bonjour. mets, je me mets en grand écran. C'est bon, c'est affiché en grand, ça va? C'est bon? Parfait, hein. Ok, super. Je vous Super. laisse, Yves et Fabrice. Merci. On se présente. Ah oui, oui, merci. Donc, moi, je m'appelle Yves Coussement, je suis patient partenaire au CHU de Nice et je suis aussi patient partenaire au CI3P, qui est le centre d'innovation du partenariat et du public avec les patients, avec les patients du partenariat avec le public, qui est un département du département d'enseignement et de recherche en médecine générale de la faculté de Nice. Et donc, j'interviens comme patient partenaire sur le programme ETP. On vous expliquera après. Fabrice, Donc, je laisse te présenter. Fabrice Gasperini, moi, je suis médecin généraliste à Vence et enseignant associé au département de médecine générale, voilà, où j'ai en charge plutôt le deuxième cycle. Et en troisième cycle, tout ce qui est communication, soins aux patients âgés et l'enseignement de l'ETP, maintenant donc en binôme avec Yves. On va vous présenter l'expérience niçoise.
donc de cet enseignement de l'ETP pour les internes de médecine générale, donc en 3e cycle. Je te laisse passer. Donc, l'idée, c'est comment s'est créé le projet. Il y a eu un partenariat CI3P, donc les patients partenaires, dans l'idée de proposer aux patients de participer aux enseignements, le CRES pour justement l'expertise sur l'ETP et le département de médecine générale dans l'idée de proposer cet enseignement aux internes de médecine générale. On a constitué un groupe de travail avec des enseignants, des patients et également deux internes qui ont participé à cette première formation. Il y a eu une formation à l'ETP par le CRES de ce groupe, ce qui a permis aussi de prendre ses marques, puisque finalement, on n'avait jamais non plus travaillé avec les patients partenaires, donc que chacun reconnaisse les savoirs et les compétences de chacun. Donc, il y a eu un petit peu de mise au point aussi au cours de cette formation qui a été riche et intéressante, dans l'idée donc de créer un enseignement à proposer aux internes à l'issue de cette formation. Je te laisse passer. Tu veux prendre cette diapo, Yves? Allez. Donc, après avoir travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'on a formé, on a divisé le programme en 6 jours et à chaque fois, des binômes de médecins-patients ont travaillé sur l'organisation de la journée entière. Donc, sur le premier programme sort donc 6 jours, une qu'on appelait J1 qui était en gros se rencontrer, tout ce qui était la définition de l'ETP, ce que c'était que l'ETP. Une journée 2 où on a travaillé autour de l'autonomie, du bilan éducation partagée. La journée 3, c'était tout ce qui était communiqué, donc tout ce qui était autour de l'entretien motivationnel. Pour arriver à une journée 4 qui était tout ce qui était autour de la connaissance patient et des techniques d'animation. Pour une journée 5 qui était de l'immersion et des retours d'expérience des étudiants dans des systèmes de TP. Et pour arriver à la journée 6 qui était de construire et animer un programme en réel. Donc ça, c'était en 2022. En 2023-2024, les programmes ont légèrement évolué dans la forme, dans le contenu, en fonction des retours des étudiants. Et puis on est arrivé en 2025 à une autre forme, suite à des retours des étudiants. On passe sur la diapo suivante, voilà. Ouais. Tu veux que je prenne la suite? Allez, prends la suite. Ouais, merci. Donc, comme ça a commencé en 2022 et que ça s'était fait sur les 3 années de DES, on a déjà 2 promotions qui ont été certifiées ETP, et ce qui a permis aussi d'avoir un retour des étudiants qui n'a pas toujours été facile, parce qu'ils étaient finalement décontenancés par la forme, par le fond, par le volume horaire. Avec finalement un groupe d'étudiants qui disaient pourquoi pas, un petit groupe très motivé et un petit groupe très démotivé qui trouvaient qu'on les infantilisait, que c'était trop loin de la réalité, que c'était trop scolaire, que c'était trop long et qu'ils avaient autre chose à faire. Ce qui donc était un petit peu difficile pour l'équipe enseignante et pour les patients partenaires, parce qu'on s'est beaucoup investi, on a passé beaucoup d'heures à créer le programme, à essayer de proposer quelque chose. D'où cette idée de modification du programme, parce qu'on avait décidé initialement que ce serait obligatoire pour tous les étudiants, en se disant que c'était important pour la suite de leur travail professionnel. Donc voilà, devant ces retours, on a décidé de le modifier, de garder une partie qui sera optionnelle, ce qui permettait aussi peut-être de lever ce côté obligatoire et il faut venir même si vous n'êtes pas intéressé, et peut-être de se rapprocher aussi du côté motivationnel de l'éducation thérapeutique. Ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'il y avait quand même d'autres compétences ou concepts qui étaient abordés dans d'autres séminaires, notamment les séminaires de communication, où on a un parcours sur les 3 années. Et donc, finalement, il y avait des redondances sur le partenariat, sur la décision médicale partagée, sur l'entretien motivationnel. Donc, on a décidé de fusionner
et d'intégrer le parcours communication à l'ETP pour réduire le nombre d'heures d'enseignement au global pour les internes et donc de passer certaines journées, notamment les techniques d'animation et la création d'un programme ETP en optionnel pour les étudiants motivés. Voilà, donc ça a été fait récemment puisque cette modification, elle date de l'année dernière et cette année. Donc, on n'a pas encore d'étudiants qui auront fait la nouvelle version avec la partie optionnelle en entier. En tout cas, ça a été plutôt bien accueilli dans la présentation voilà, on a entendu ce que vous aviez à nous dire, on a modifié en fonction de vos retours. Je pense qu'on peut passer. N'hésite pas, Yves, si tu Voilà. as des choses à ajouter. Oui, après, quand on fera les synthèses, là. Après, donc, là, le nouveau parcours de cette année, donc les étudiants qui ont commencé là, partent sur cette nouvelle version, qui est en fait le parcours obligatoire qu'on avait vu donc dans la première année de S1, c'est la première année de médecine générale, hein. Donc on a gardé le module qu'est-ce que le TP, le partenariat patient. Par contre, on fait une immersion de suite en première année parce qu'on a eu beaucoup de retours sur que l'immersion s'était fait trop tard pour certains et qui ça les avait beaucoup aidé à mieux comprendre tout ce qu'on avait fait en théorie. Donc on a décidé pour ceux qui commençaient cette année d'avoir une demi-journée ou au moins un atelier en immersion dès la première année. Sur la deuxième année, le module reste inchangé, hein, de bilan éducatif, entretien motivationnel. Et après, une deuxième immersion d'une demi-journée ou pareil d'un atelier pour finir en troisième année sur le retour d'immersion et le parcours OTP qu'ils ont monté. Et après, deviendra facultatif pour ceux qui veulent avoir la certification ETP, qui veulent aller plus loin avec donc tout ce qui est technique d'animation, connaissance du patient. Et pour finir en DS3 ou DS4, parce que certains l'auront sur 3 ans et d'autres sur 4 ans avec la nouvelle réforme, tout ce qui est technique d'animation et animer le programme pour finir et avoir la certification à la fin. Et donc là, on a fait avec ces étudiants-là, 2026, on a fait que le DSA cette année. Et donc on verra les autres années. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'articulation et les répartitions de chacun au niveau des rôles, on a une répartition des binômes qui était réfléchie. C'est-à-dire que le fait qu'on ait été formés ensemble, je veux dire, les 7 médecins d'origine et les 7 patients d'origine, et qu'on a eu des petits accrochages au début, et que finalement, on a bien compris que l'équipe médicale avait cette reconnaissance de notre savoir expérientiel en tant que patient. Une fois que ça s'était acquis, ben, et que les patients, nous, de notre côté, on a été très investis et motivés dans ce programme, la répartition des binômes s'est fait assez naturellement. Et les groupes qui interviennent, les binômes qui interviennent, c'est pas toujours les mêmes, et ça se change, ils sont assez interchangeables et on arrive très très bien à se coordonner entre nous. Donc voilà, c'est ce qu'on a une liberté d'organisation, d'animation pour chaque binôme. On peut anticiper, on se connaît, on se dit bah, on travaille ensemble comment tu veux qu'on fonctionne et chacun arrive à prendre son rôle en fonction des expériences de chacun. Voilà, c'est ce qu'on disait, adaptabilité immédiate et selon les retours d'expérience. Et on a surtout des bons retours des étudiants sur la richesse des expériences patientes qui ont été décrites, en fait. Oui, ça Tu finalement, peux. c'était la première fois qu'il y avait des patients qui participaient aux enseignements et le retour a été très positif là-dessus. Euh, et puis en effet, ensuite, ben, après chaque séminaire, on se réunit pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on pourrait modifier en termes d'organisation. En conclusion, voilà, ce qui a été vraiment relevé, qui n'était pas forcément attendu, c'était l'importance de l'immersion et que finalement, on a beau leur raconter ce que c'est le TP, ben finalement d'aller le vivre et d'aller voir un atelier, voir un BEP, ça donnait vraiment du sens au reste. D'où l'idée ben, maintenant de proposer cette immersion. Donc ça n'a pas encore été fait, mais ça va être pour la promo de cette année de la proposer plus tôt. Même s'il y a eu beaucoup de retours négatifs, alors peut-être un petit groupe, puis certains en ont entraîné d'autres en disant c'est trop long, c'est trop théorique.
On a quand même vu une différence en commission de DES. Donc, quand les étudiants présentent leurs 3 années de DES, eh ben, on voit beaucoup plus de partenariats, beaucoup plus de notions d'éducation thérapeutique. Donc, on se dit qu'il y a quand même des messages qui sont passés et que ça a un impact au cours de leur formation et donc probablement dans leur futur métier, dans leur positionnement en tant que soignant. Également, on a eu ponctuellement des professionnels de santé des territoires qui sont venus se former dans les groupes. Alors, c'est des groupes de 13 internes, c'est des groupes de JASP. Et on accueillait généralement aussi un patient partenaire qui venait se former dans le groupe. Et puis, donc, parfois, une psychologue, une diététicienne qui venait faire ses 40 heures de TP. Et ça permettait aussi d'avoir un apport professionnel immédiat, quelqu'un du terrain qui va venir pouvoir partager certaines choses, qui est motivé puisqu'il est venu de son plein gré et qui va apporter de la dynamique. Du coup, on s'est demandé comment continuer à faire ça et donc pourquoi pas créer un diplôme universitaire de TP où on pourrait intégrer des extérieurs qui viendraient s'inscrire et ce qui apporterait aussi un petit peu d'argent pour le département ou le groupe ETP. Donc comme l'a dit Yves, le binôme patient-médecin, ça fonctionne bien parce qu'on se connaît, parce qu'on définit avant qui fait quoi, est-ce que tu es à l'aise sur l'informatique, est-ce que tu veux animer tel atelier. Donc on revoit le déroulé, on essaye d'anticiper les difficultés pour pour que ça se passe au mieux et de s'appuyer donc sur les compétences de chacun. Et ça fonctionne bien. Finalement, plus on est nombreux aussi, plus on peut s'entraider sur l'organisation, la répartition des tâches. Mais ça nécessite de la coordination. Alors, il y a eu une année où la coordinatrice avait quitté le département de médecine générale et venait en chargée d'enseignement. Et ça a été un peu difficile parce qu'elle était finalement plus assez souvent là pour pouvoir coordonner correctement. Voilà, d'où le fait qu'avec Yves, on ait repris l'année dernière et pour cette année la coordination. Euh, voilà, je sais pas, Yves, si tu avais des choses à ajouter. Non, non, je dis, je peux que me répéter, c'est que ça fonctionne bien parce que l'équipe médicale avec qui on travaille, des médecins, nous reconnaissent ce savoir expérientiel et que la plupart des patients qui sont dans le programme sont actifs, motivés, et c'est quelque chose qu'on dit qui nous soigne aussi, en fait, qui nous fait du bien, de pouvoir transmettre tranquillement notre savoir. Voilà, merci de votre attention. Alors, Merci. les questions-réponses, c'est plutôt à la fin des 3 présentations, c'est ça, Benoît? Oui, voilà, c'est ça. Là, on les a collectés. On les a collectés. Puis après, avec Frédéric, on se permettra voilà, de les reprendre et voir aussi l'intérêt de pouvoir tisser du lien entre les différentes présentations. Benoît, Oui, Frédéric? est-ce qu'on peut les leur donner, comme ça ils les préparent à l'avance? Exact, exact. Tout à fait. Parce que vous, Fabrice et Yves, vous les voyez pas les questions? Si on va dans le chat ou dans QR, Alors, ouais, dans le chat. il y a un peu les deux maintenant, visiblement. Faut peut-être jongler entre les deux. Ok, bah, on peut essayer de regarder. Ça roule. On essaye peut-être pour ceux qui nous écoutent d'aller dans le chat peut-être plus particulièrement. Euh, voilà. Et puis, je pensais, tu as parlé du JASP, hein, on est d'accord, c'est le groupe d'analyse de situation personnelle, parce qu'il y a différentes. Euh, Oui, c'est Ouais. ça. hein, c'est bien cet acronyme-là. Très bien. Merci à tous les deux. Je vous propose d'enchaîner avec la deuxième présentation avec du coup Elisa Vital, qui vous êtes du coup pharmacienne, praticienne hospitalo-universitaire au CHU de Grenoble-Alpes. Et vous allez nous parler d'un processus différent du premier, puisque là, il est question d'enseignement pluriprofessionnel. On vous laisse nous présenter ce dispositif. Merci. Tout à fait. Merci Benoît. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon diaporama? Alors moi, oui. Oui.
Parfait. Voilà. Alors, je suis juste un petit peu parasitée par toutes les petites fenêtres de Zoom, mais normalement, ça devrait être bon. Ouais, super. Merci Benoît pour l'invitation. Donc, je me représente pas, Benoît l'a fait. Donc moi, je vais vous parler d'un dispositif qui s'appelle la Fortitude, qui est un dispositif de formation initiale interprofessionnelle en éducation thérapeutique, pour lequel on a impliqué largement les patients partenaires. Comme les collègues, un petit point d'historique et d'objectif. On a fait le constat il y a plusieurs années maintenant que la formation initiale en ETP sur la région grenobloise et les différents contextes de formation était une formation assez hétérogène. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tous exactement les mêmes contenus. Et surtout, c'était une formation qui était monoprofessionnelle. Chaque différente filière était un peu formée comme ça en silo, chacun de leur côté. Alors qu'on sait que l'ETP est une démarche pluriprofessionnelle et que la base d'une démarche pluriprofessionnelle, c'est aussi l'enseignement interprofessionnel. De là, et de par ce constat, est née la volonté de plusieurs filières, donc kinésithérapie, pharmacie, infirmière et ergothérapie, et également de l'UTEP 38, qui était beaucoup sollicité justement dans le cadre de ces formations. Donc de proposer une formation commune à ces quatre filières, mais bien au-delà d'une formation théorique, une formation qui est basée vraiment sur la simulation et ancrée dans l'expérience de terrain. On a donc créé un comité de pilotage donc pour travailler à cette formation initiale interprofessionnelle. Et dans ce comité de pilotage figurait donc un représentant enseignant de chaque filière, un membre de l'UTEP 38 et plusieurs patients partenaires qui sont formés à l'éducation thérapeutique. On va rester quelques minutes sur cette diapo pour vous présenter un petit peu l'ingénierie pédagogique qu'on a imaginée pour cette formation. Euh, donc, grosso modo, on est reparti en fait sur le fil de l'ETP, en tout cas la démarche ETP telle que décrite par l'HAS, mais c'est un peu ce que vous présentiez tout à l'heure, Yves et Fabrice, du bilan éducatif partagé à la réalisation d'une séance éducative. L'objectif, c'était de faire travailler les étudiants en interprofessionnalité. Donc, on les a répartis en trinômes d'étudiants et on les a menés tout au long de cette démarche d'éducation thérapeutique. Donc, plusieurs temps de TD. Un premier temps de TD pour faire connaissance. Donc, c'était des groupes d'étudiants. Au sein desquels on avait formé des trinômes, mais les TD se faisaient en groupe. Donc des TD, un premier TD pour faire connaissance, se redire ensemble collectivement qu'est-ce que le TP et faire déjà un premier focus sur la première étape, donc le BEP et l'entretien patient. Ensuite, donc là, cette séance était animée par un enseignant filière. Ensuite, les étudiants étaient laissés en autonomie pour contacter un patient partenaire qui leur était attribué et réaliser avec ce patient partenaire un bilan éducatif partagé. Il faut savoir que les patients partenaires qui étaient impliqués dans cette formation étaient formés eux-mêmes à l'ETP. Donc, ils avaient aussi bien le rôle de patient en tant que tel, puisqu'on les interrogeait pour faire un BEP, mais également un rôle de formateur et de feedback à l'issue de ce BEP pour discuter avec les étudiants tout simplement du déroulé de leur BEP et de leurs prestations. Ensuite, les étudiants étaient revus lors d'un deuxième TD par leur enseignant référent, plus un professionnel de santé engagé en éducation thérapeutique avec une pratique de terrain, pour débriefer avec les étudiants du contenu de leur BEP et réfléchir aux objectifs éducatifs qu'ils avaient dégagés lors de leur BEP. Ensuite, lors d'un troisième TD, les étudiants sont revus, toujours par cet enseignant, puis et le professionnel de santé, pour finalement leur donner quelques outils, leur présenter la manière dont on crée une séance éducative, et puis quelle posture on doit adopter lorsqu'on anime ces séances d'animation. Ensuite, les étudiants sont combinés en groupes de 6 pour travailler à la création d'une séance d'éducation thérapeutique répondant aux objectifs du patient qu'ils avaient préalablement interrogé. Ces séances de création de séquences sont faites avec la supervision de l'enseignant qui accompagne chacun des groupes dans la construction de leur séance.
Et ensuite, les étudiants, l'enseignant, le professionnel de santé et le patient partenaire se retrouvent lors d'un dernier temps de TD où on va mettre en œuvre en fait un morceau de la séance éducative fabriqué, imaginé par les étudiants. La Fort-Études aujourd'hui, c'est entre 350 et 400 étudiants qui sont formés donc chaque année, des étudiants en troisième année de la filière kiné, deuxième année de la filière infirmière, quatrième année de la filière pharmacie et troisième année de la filière ergothérapie. C'est 10 à 15 enseignants qui sont impliqués chaque année, une vingtaine de patients partenaires et une vingtaine de professionnels de santé qui sont formés et expérimentés en ETP. Et on entame notre cinquième rentrée universitaire cette année. Juste pour revenir un petit peu sur le trinôme d'animation, donc comme je vous disais, ces groupes d'étudiants sont accompagnés par un trinôme de formateurs. Donc ces formateurs sont tous formés en amont du dispositif de la Fort-Études, aussi bien sur le fond et la forme que la formation, pour qu'on soit tous homogènes dans notre enseignement. Donc les enseignants filières, en fait, leur rôle à eux, c'est d'être un peu le fil rouge, le fil conducteur entre les différents TD, de garantir évidemment le cadre pédagogique et en tout cas de faire du lien avec le parcours de formation initiale des étudiants. Les professionnels de santé, leur rôle, en fait, c'est de partager leur expérience de terrain dans la mise en œuvre de l'ETP, voilà, quel que soit leur lieu d'exercice, leur approche, ils ont vraiment l'expérientiel et le bagage de l'ETP de terrain. Le patient partenaire, il intervient avec plusieurs casquettes. En fait, il intervient comme patient, comme lui-même. Tout à l'heure, on parlait de savoir expérientiel. Donc, les patients participent à 2 sessions de simulation, la simulation du BEP et la simulation de la séance. Et ils partagent finalement leur propre expérience et leur propre réalité avec la maladie. Mais ils interviennent également comme formateurs et évaluateurs. Ils sont formés à l'ETP. Donc après chaque séance de simulation, ils font un débriefing avec les étudiants, aussi bien sur leur propre ressenti en tant que patient, mais également sur la technique, la posture mise en œuvre par les étudiants lors de ce process. Et enfin, ils évaluent les étudiants également avec les autres membres du trio tout au long de la formation. Juste pour vous donner quelques résultats, quelques chiffres, parce que finalement, c'est une très grosse machine. Comme je vous disais, 350, 400 étudiants avec beaucoup de professionnels, d'enseignants et de patients qui sont mobilisés. Mais finalement, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est intéressant comme dispositif? On l'a évalué sur plusieurs aspects. Déjà, on s'est posé la question, est-ce que finalement, cette formation, elle permet à nos étudiants d'acquérir des compétences en ETP? La réponse est oui. On a fait passer un auto-questionnaire d'évaluation des étudiants. On a évalué leur sentiment d'efficacité perçue. Alors c'est vrai que je vous l'ai mis en anglais, mais je vais vous traduire les différents points qu'on a imaginés dans cette formation, enfin dans cette évaluation. Déjà, est-ce que les étudiants avaient le sentiment de connaître le cadre réglementaire, enfin se sentaient à l'aise avec le cadre réglementaire et légal de l'éducation thérapeutique? Est-ce qu'ils se sentaient à l'aise dans la conduction d'un BEP, à l'aise dans leur capacité à synthétiser les informations et définir avec le patient des objectifs pédagogiques, à l'aise dans l'idée de construire une séance d'éducation thérapeutique centrée sur les besoins patients et à l'aise dans leur habilité à animer cet atelier avec les patients. Et donc, on a comparé en fait leurs résultats avant, après formation, et on voit que après formation, ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans la maîtrise de ces compétences. Autre question qu'on s'est posée, c'est une formation qui est interprofessionnelle. Donc, est-ce qu'elle permet à nos étudiants d'acquérir des compétences en pratique collaborative et en pratique interprofessionnelle? Pour ce faire, on a utilisé un questionnaire qui s'appelle le SACSI. C'est le sondage sur l'atteinte des compétences en interprofessionnalité. C'est un questionnaire qui existe aussi dans une version anglaise qui s'appelle l'ICAS. Donc, c'est une des équipes canadiennes qui ont créé ce questionnaire. C'est un auto-questionnaire qui se fait en post-formation, mais qui en fait un questionnaire ce qu'on appelle pré-post, c'est-à-dire que les étudiants répondent à la fin de la formation en se remémorant leurs habilités avant la formation et aujourd'hui après la formation. Ce qu'il en est, donc c'est un questionnaire de 20 questions avec plusieurs thématiques. La thématique autour de la communication, leur capacité de collaboration, la connaissance des rôles et de ses propres rôles et propres responsabilités, les rôles et responsabilités des autres intervenants,
leur capacité à utiliser une approche collaborative centrée sur le patient et la famille, la gestion et la résolution des conflits et le fonctionnement de l'équipe. Et voilà, donc 20 questions. Et on voit que sur chacune de ces compétences, les étudiants ont le sentiment de progresser sur chacun de ces aspects de la collaboration interprofessionnelle. On a également fait une dernière évaluation, mais j'avais peur d'être un petit peu prise par le temps, qui était plutôt sur l'intérêt, la satisfaction en tout cas des étudiants d'être en contact avec avec des professionnels de santé de terrain et des patients. Et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure également Fabrice et Yves dans leur présentation. Nous, les étudiants étaient extrêmement satisfaits d'avoir cette formation basée sur l'expérientiel, justement parce que ça leur sort le nez de la théorie. Ils sont en contact avec des vrais patients et ça, pour le coup, c'est une démarche qui est fortement, fortement appréciée. Voilà pour moi. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Elisa, pour cette présentation très, très claire. Merci d'avoir joué le jeu du timing également, comme Yves et Fabrice. J'invite tout le monde à continuer à poser les questions dans le chat pour qu'elles puissent alimenter le temps d'échange après la troisième présentation. Et pour cette troisième présentation, nous allons passer la parole à Paul Quesnay et Cyril Crozet. Paul et Cyril, vous avez un support, je crois, à projeter. Je vous laisse le projeter et vous présenter. Euh, voilà, peut-être en grand. Oui. Parfait. Voilà, Ouais, la merci. parole est à vous. Merci, on nous entend bien? Ouais. Oui, oui. Ok, merci Benoît. Je suis donc Cyril Crozet, universitaire et puis membre de l'ACET, secrétaire actuellement de l'ACET, et donc je suis au laboratoire d'éducation et de promotion de la santé à Bobigny, Université Sorbonne Paris-Nord. Et Toi, Paul? bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Paul Quesnay et je suis chercheur associé donc au LEPS. Et aujourd'hui, on va essayer de vous présenter les fruits d'une recherche qu'on a menée dans le cadre du groupe de travail de l'ACET et qui est en cours de publication dans la revue ETP-TPE. Et qui porte donc sur la place de l'éducation thérapeutique du patient en formation initiale et notamment son formalisme dans les textes prescrits, dans les curriculums prescrits des formations en santé. Et donc on la questionnera au regard du mouvement de réforme qui a commencé depuis les années, comme on le verra, 2010, qui est l'approche par compétences. Voilà, je te rends la parole, Cyril. Merci Paul. Donc, il est intéressant de rappeler le développement de l'ETP rapidement. Ça a été fait plutôt pour la formation continue avec le rapport MS de 98. Et puis ensuite, pour les Français qui sont présents, parce que c'était la loi HPST de 2009, et puis les arrêtés sur l'éducation thérapeutique, les programmes qui pouvaient faire de l'ETP. Ensuite, il y a des référentiels de compétences, mais toujours axés sur les professionnels, en 2013 avec l'INPES et la Haute Autorité de Santé. Et puis, en formation initiale, il y a eu d'abord quelques apparitions de TP dans quelques référentiels, des premières études qui ont montré déjà des hétérogénéités dans les formations, en formation initiale infirmier par exemple, et autres. Et puis, donc la réforme par compétence est arrivée en 2009, mais une réforme qui restait quand même par objectif, Paul le rappellera. Et en 2023, 2024 et actuellement, il y a le maintien des hétérogénéités, encore des publications qui ont présenté cette fois chez les kinés, chez les médecins et encore chez les infirmiers cette hétérogénéité. Et aujourd'hui, on réingénierie des référentiels. Et donc, c'est tout l'intérêt de réfléchir à ça aujourd'hui dans cette étude. Donc, la problématique, elle est de deux ordres. Développement tardif et inégal de la formation initiale par rapport à la formation continue, que ce soit dans les objectifs attendus, dans les volumes de formation, dans les évaluations également, et puis quid des formations des enseignants, est-ce qu'ils sont formés à l'ETP, est-ce qu'ils ont des pratiques d'ETP également. Et donc l'intérêt, on le verra lors de cette présentation, le manque de référentiel et l'absence de texte réglementaire. Et d'un autre côté, la réforme par l'approche par compétences, qui vise à améliorer la professionnalisation des professionnels de santé,
Nous, par exemple, à l'université, on réforme l'approche par compétences dans nos masters et autres, et aussi en formation de médicale. Donc, l'idée est de ce changement de paradigme qui est plus centré sur l'apprenant et sa mise en œuvre de compétences claires, pertinentes, et en tout cas réduites et plus complexes, en tout cas. Notre question qu'a dit Paul, hein, c'est à l'aune du développement de l'approche par compétences, comment et sous quel format les curriculums prescrits des formations en santé intègrent cette ETP? Voilà, c'est la question que nous allons essayer d'y répondre. Je te laisse la main, Paul, sur la méthode. Ouais, alors je vais vous épargner un peu sur ces éléments-là. Donc très rapidement, l'idée qu'on a eue au sein du groupe de travail, c'est de se focaliser euh, sur l'analyse de 5 curriculums prescrits. Donc quand on parle de curriculum, on renvoie ici à la définition suivante, c'est l'ensemble prescrit et fonctionnellement différencié et structuré de tout ce qui est censé être enseigné et appris dans un ordre de programmation et dans le cadre d'un cycle d'études donné. Donc ici, quand on parle de curriculum prescrit, on s'est vraiment intéressé au texte euh, euh, promulgué. Donc c'est pour ça que vous avez les références ici. Euh, on s'est concentré sur 5 textes, 5 professions de santé. Nos critères ont été les suivants. D'une part, la présence d'études antérieures pour ces formations, et c'est le cas des diététiciens qui seront appelés diètes, de la formation infirmière qui sera symbolisée par inf, des kinésithérapeutes qui seront appelés kinés, et puis des sages-femmes qui seront appelés mailleux. Et puis, on a intégré également l'étude du texte prescriptif des médecins généralistes dans la mesure où le médecin généraliste a un rôle prépondérant en tant que coordinateur dans les parcours de soins et puis dans les équipes porteuses de programmes de TP. Donc tu peux avancer, Cyril, s'il te plaît. Ouais. Voilà, donc notre analyse a porté sur 2 éléments. D'une part, la structure et le type de curriculum, et d'autre part, une analyse, si tu veux bien cliquer, Cyril, descriptive. Et donc, oui, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, cette analyse descriptive, elle a visé à décrire finalement quelles étaient les cibles du curriculum. Euh, ah, tu peux afficher toute la diapo, Cyril, je pense. Ah bah oui, Ça c'est fonctionne. Attends, Mais là, tu es sur les résultats. là, c'est trop vite. Là, j'affiche tout, là. Ouais. Super, merci. Donc, l'analyse descriptive, elle a porté sur les cibles du curriculum, c'est-à-dire finalement, comment apparaît le TP? Dans quelles compétences, puisqu'on est dans des réformes par compétences? Et puis, quand il y a la progression de l'apprentissage, sous quelle forme ça apparaît? Est-ce qu'on est plutôt sous un format centré sur les connaissances, c'est-à-dire qu'on considère que l'étudiant, c'est une accumulation de connaissances qui font ses apprentissages, ou au contraire, est-ce qu'on est dans une perspective plus développementale? On a regardé également les modalités d'enseignement, dans quels yeux apparaissait le TP, quel volume horaire, quelle modalité pédagogique était mise en avant, et puis les éléments en lien avec l'évaluation, donc les critères d'évaluation, les techniques, le dispositif. Donc avec, on le voit bien ici, une double perspective. D'une part, regarder ce qui traite à l'ETP de manière générale, et puis, ce qui traite à l'ETP, comment elle est transcrite d'un point de vue compétence. Parce qu'on le sait, dans les réformes de la formation initiale, il y a des enjeux. Et notamment, si les choses ne sont pas claires, ne sont pas clairement traduites dans les référentiels, on sait que les professionnels enseignants ont du mal à se les approprier et à les mettre en pratique. Voilà, Cyril, si tu veux présenter Ouais. les résultats. Alors, il y a un résultat de l'analyse descriptive. D'abord, la structure des curriculums. Il y a majoritairement des curriculums traditionnels avec un peu d'APC. Et il n'y a que le curriculum JET qui est totalement en APC, mais c'est aussi le plus récent en termes de réforme. On verra effectivement le référentiel infirmier qui sort là en 2026 sera peut-être plus développé en APC. Le type de curriculum, il est majoritairement analytique et synthétique, donc ça a été évoqué.
Le diète est plus développemental, donc développement des compétences, mais également synthétique, organisé en structure avec des formations et de l'évaluation. Les compétences, elles sont limitées dans le parcours diète, hein. L'approche par compétences actuelle tente à avoir des compétences plus globales, plus complexes, donc réduction du nombre de compétences. Et on voit que dans les autres curricula, il y a de nombreuses compétences à acquérir. Sur les compétences, en termes de description des compétences, on voit que le terme éduquer, soin éducatif est présent dans toutes les compétences, dans tous les curricula, hein. Mais c'est un petit peu plus large, notamment, voilà, Maïtik, c'est plus spécifique sur la santé sexuelle et autres. Mais voilà, c'est présent, mais la plupart sont sous forme d'UE. Donc, c'est plus découpé, réduit en petites séquences d'UE, et donc c'est pas Le, dans c'est des quoi? unités d'enseignement. Ouais, unité d'enseignement. Donc, unité d'enseignement, ben voilà, c'est quelques heures ou plus. Alors qu'une approche par compétence, la compétence est globale, il y a des UE intégratives. Alors que là, c'est découpé en différentes formations. L'intitulé de ces fameuses unités d'enseignement, hein, elles sont en diététique, dans le parcours diète, c'est vraiment éducation table du patient. Et notamment, il y a les fameuses 40 heures, hein, dans ce parcours. Et dans les autres, c'est plus large. Par exemple, c'est dans l'ensemble de la santé publique pour l'infirmière, dans le kiné également. Donc, il faut aller chercher où se trouve l'ETP dans ces parcours plus larges de santé publique notamment. Et la durée des unités d'enseignement, eh ben, il y a aussi une variété assez forte, de 57 heures à 75 pour les kinés. Et c'est peu décrit dans la maïeutique. En médecine, c'est pas donné. Chez nous, par exemple, à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, il y a 8 heures. Dans les exemples précédents, c'était un peu plus d'heures, hein, qui a été évoqué tout à l'heure. Mais voilà, il y a encore une variété importante. Les modalités d'évaluation sont assez classiques, finalement. Et donc, on ne retrouve pas les évaluations qui seraient intéressantes à mettre en œuvre dans l'approche par compétences, comme les portfolios, par exemple. On reste sur de l'évaluation écrite, les contrôles de connaissances, notamment, et donc la compétence ne peut pas se mesurer à l'aune de ces techniques, de ces modalités d'évaluation. Il y a quelques évaluations contextualisées, notamment les stages et portfolios dans le curriculum diète. Et puis les échos, c'est effectivement en maïeutique, quelques-uns en simulation, et voilà, mais c'est encore à la marge et pas partout. Moi, Benoît, peut-être que le mot ECOS pourrait être intéressant pour tout le monde, peut-être. Ouais, examen constructif, objectif structuré, clinique, objectif structuré, ESCI en anglais. Donc, c'est des séances de simulation, hein, dans des box. C'est surtout pour l'évaluation finale des étudiants, notamment en maïeutique et en médecine. Paul, je te laisse poursuivre. Ouais, donc si on essaye de prendre un peu de recul avec ces éléments descriptifs, au final, je veux bien que tu fasses apparaître l'autre, comme ça on Ouais. économise un peu de temps. Donc au final, on se retrouve avec, dans notre analyse, 4 curriculums traditionnels, c'est-à-dire que, comme l'a dit Cyril, en fait, ils font cohabiter dans leur texte une approche par compétences, avec un référentiel de compétences, et puis une organisation plus classique par UE. C'est ce qui nous fait amener à les qualifier, comme ce qui est décrit dans la littérature, comme étant traditionnels. C'est-à-dire que finalement, la progression, c'est pas tellement une évolution de compétences, c'est plutôt une évolution de connaissances auxquelles sont confrontés les étudiants. Il y a des enseignements qui sont plus ou moins spécifiques. C'est ce qu'a dit Cyril, il y a des enseignements dédiés. Et il y en a d'autres qui sont plutôt intégrés, c'est-à-dire que la compétence qui est censée toucher à l'éducation thérapeutique est diluée dans d'autres choses. Les évaluations portent soit sur les connaissances, soit sur les compétences, et puis finalement, on retrouve
que dans les textes du curriculum diète, une approche par APC pleine et entière, où en fait la compétence sert de colonne vertébrale pour l'ensemble du référentiel. Donc au total, l'approche par compétence, elle semble pas encore pleinement intégrée dans les curriculums prescrits. Et ça, on sait que dans la littérature, ça peut poser problème. La première qui est évidente, c'est une difficulté d'application pour les équipes qui vont être en difficulté pour comprendre le texte et pour l'appliquer de manière opérationnelle. Et d'autre part, dans la littérature, quand on est face à des textes comme ça qui font cohabiter plusieurs choses et qui ne sont pas, on va dire, très clairs sur l'approche véhiculée, ce qui est mis en avant, c'est que ces textes-là ne soutiennent pas les apprentissages en termes de développement de compétences et la motivation des étudiants. C'est-à-dire que dès qu'on va confronter un étudiant à une longue liste d'objectifs, qu'on les appelle compétences ou pas d'ailleurs, il va y avoir un phénomène de fragmentation de l'apprentissage et l'étudiant ne va pas avoir de but clair et ça ne favorise pas son développement de compétences. Peut-être si on avance. Donc, on avait vu en introduction qu'il y a une hétérogénéité dans les pratiques de formation, que ce soit entre les différentes formations de santé ou même en sein de plusieurs instituts d'une même formation. Et finalement, cette hétérogénéité, elle est entretenue par les curriculums parce que entre les différentes formations, on l'a vu, il y a une différence de finalité, il y a une différence de format, il y a une différence de méthode d'enseignement et d'évaluation. D'autre part, on l'a vu, l'éducation thérapeutique apparaît variablement dans une ou plusieurs compétences, et puis les enseignements sont plus ou moins spécifiques. Et ça, au-delà de la discussion sur l'approche par compétences, ça peut être un risque pour l'enseignement de l'ETP, parce que quand les compétences ne sont pas claires, on ne sait pas réellement quelle est la finalité. Dans ce qu'on a pu voir dans les textes, de temps en temps, le TP apparaît dans des éléments plus en lien avec la santé publique, dans d'autres plus en lien avec la promotion de la santé, ou alors peut-être traité comme une compétence éducative à part entière. Et ça, eh bien, ça renvoie à tout un champ théorique différent et des manières de l'aborder complètement différentes. D'autre part, c'est qu'il y a un risque, c'est que le TP soit abordé comme une simple technique, comme un outil supplémentaire, et perdre un peu toute sa profondeur et toute sa spécificité, ou alors que ce soit abordé dans des UE qui soient parallèles à la formation. Et ça, on sait que ça envoie des mauvais messages aux étudiants. Parce que si c'est relégué à quelque chose de secondaire, et non pas intégré à une compétence diagnostique, par exemple, eh bien, voilà, bah, le professionnel se dit c'est quelque chose qui est un peu relégué au second plan. Et donc, il y a un risque de dilution. Peut-être pour avancer sur la dernière diapo, cette approche par compétence, ça peut être vu comme un frein, parce que finalement, les réformes ne sont pas à la hauteur les textes prescrits ne sont pas à la hauteur de ces réformes et des apports pédagogiques qui sont censés soutenir. Mais au contraire, d'après nous, ça peut être une opportunité, parce que c'est une opportunité de réformer, de questionner les formations. Et pour rappel, l'approche par compétence, le but, c'est de questionner la finalité de la formation, les activités de formation et l'évaluation. Mais Cyril, je veux bien que tu cliques 3 fois. Ah. L'idée, c'est de questionner tout ça sous l'angle compétence, c'est-à-dire essayer de venir avoir un cadre cohérent et intégrateur pour l'ensemble de la formation. Et donc, on vous a mis un exemple dans la diapo suivante de formalisme qui est décrit comme étant dans l'approche par compétence, et c'est le cas pour toute la pédagogie universitaire française, hein. Donc, vous allez retrouver différents ingrédients. Donc, en haut à gauche, un exemple de compétence, ça c'est la compétence des diètes, éduquer dans les champs de la nutrition et de l'alimentation. Vous allez avoir directement à côté positionné des critères qualité, qui sont appelés des composantes essentielles, les situations professionnelles dans lesquelles l'étudiant va travailler cette compétence, et puis des niveaux, c'est-à-dire que tous les apprentissages en lien avec cette compétence d'éducation
sont directement contextualisés à chaque niveau de formation. Ce type de langage, donc il y a d'autres langages par approche par compétence, bien entendu, mais ils ont le mérite, s'ils sont appliqués dans les instituts, que l'étudiant, à chaque instant de sa formation, il peut se revenir à cette compétence. Il a fait un stage, qu'est-ce qu'il a appris par rapport à sa compétence d'éducation, sa compétence diagnostique, etc., etc. Euh, voilà, moi j'en ai terminé. Peut-être, Cyril, si tu veux ouvrir un peu la discussion et Bah, conclure. finalement, dans le cas d'une société savante comme l'ACET, vu ce constat qui curriculum prescrit ne permettent pas le développement de la formation initiale, et qu'il y a cette opportunité de la PC comme approche pédagogique intégrative, notre volonté, en tout cas de l'ACET, c'est de promouvoir un référentiel de compétences, ou en tout cas motiver que ce soit nous, Société Savante ou la Haute Autorité de Santé, s'empare de référentiels nouveaux, de compétences spécifiques à la formation initiale, hein. Ces étudiants qui n'ont pas forcément d'expérience grâce par leur stage, qui sont, par exemple, on l'a vu avec les médecins généralistes, ne se sentent pas concernés par le TP pour certains. Voilà, comment on forme ces étudiants initiaux à l'éducation thérapeutique pour développer cette pratique importante. Voilà. Donc, il y a des perspectives possibles donc, avec la compétence et puis de réfléchir aussi à, plus globalement, dans un continuum de santé publique, hein, de promotion de la santé. Cette éducation thérapeutique ne se dissout pas dans la promotion de la santé, mais participe à quelque chose de plus grand qui est cette promotion de la santé. Et ça sera utile pour tous. Voilà, avec Paul, on vous remercie de votre attention. Puis les références. Merci bien pour cette présentation et puis les précédentes. On enchaîne sur un temps de questions et d'échanges. Frédéric, est-ce que tu as eu le temps de relever un petit peu des questions dans le chat? Elles sont dans le chat. Donc, Oui. pour le premier groupe, peut-être premier présentateur, merci beaucoup de votre présentation. Les questions, je pense que peut-être vous les avez lues déjà dans le chat. La première question est de Benoît Alnay qui parle de formation du groupe projet d'éducation thérapeutique, 40 heures ou bien. Alors oui, donc on a fait les 40 heures avec le CRES, puis ensuite on a eu, je sais plus si c'était 1 ou 2 journées supplémentaires, de 2 journées, merci Benoît, pour justement créer le programme formalisé pour les étudiants. D'accord. Je peux répondre d'ailleurs déjà à une autre des questions qui était quelle intégration du public cible, c'est-à-dire les internes de médecine générale. Il y a 2 internes qui ont participé à ce projet initial, dont une qui en a fait son projet de thèse de médecine. Donc voilà, l'idée c'était aussi de la même façon qu'on co-construit avec les patients, co-construire avec les internes pour créer quelque chose qui leur soit adapté. Et ensuite, depuis, il y a toujours alors en stage de SASPAS, donc la dernière année, donc 9e année de médecine générale, ils ont un stage en autonomie dans les cabinets et une des journées, il y a un interne qui est en pédagogie au département de médecine générale. Et donc, qui sert un petit peu aussi pour donner son avis sur, tiens, on essaie de créer ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est pas très formalisé, mais on a quand même le retour d'un étudiant en 3e cycle sur les enseignements. Et donc là, notamment, quand on a discuté, c'était une des autres questions sur obligatoire, pas obligatoire, hein, il y a eu débat sur, oui, c'est important pour tout le monde. Oui, mais quand on passe beaucoup d'énergie avec certains étudiants et on sait que dans leur cercle de motivation, sont très loin, donc peut-être que cela, il faut leur permettre de sortir, d'avoir un socle commun obligatoire et de garder une partie optionnelle pour les motiver et pour pas perdre trop d'énergie. Donc voilà, il y a eu ces discussions-là et à chaque fois, il y avait un interne présent en représentant du public cible. Donc, dans le cadre de cette question numéro 2 de Benoît Alnay, il y avait un corollaire qui était finalement, est-ce qu'on n'envoie pas l'idée que les compétences communicationnelles et pédagogiques sont un plus, mais pas centrales au métier finalement? C'est cette question qu'il posait, hein, c'est dans le choix des compétences de base, Oui, tout à fait. Alors, on va analyser le reste. en fait, ce qu'on a mis en optionnel, finalement, sur les 40 heures, il n'y a que 8 heures qu'on a mis en optionnel, qui seraient vraiment les techniques d'animation de groupe, où là, on va s'éloigner du référentiel classique d'un médecin généraliste.
où ça va être vraiment, en effet, les étudiants qui vont comprendre que le TP les motive et qu'ils se voient en train d'animer des groupes de patients. Donc voilà, on s'est dit que peut-être ça pouvait être mis en optionnel, mais non, en effet, tout ce qui est communication avec les patients, avec les autres professionnels, donc ça reste dans le caractère obligatoire. OK. La troisième question, c'était comment garantir le pluripro dans le parcours? Oui, alors c'était pas du tout l'objectif initial. Peut-être que ça aurait été intéressant, mais comme ça n'a pas été pensé comme ça, c'est plutôt venu en plus quand on en a parlé autour de nous et que voilà, à la CPTS en discutant, une diététicienne qui a dit mais moi je suis pas formée, j'aimerais me former. Je dis bah je peux demander à la fac si tu peux venir. Et à la fac on a dit bah ouais ça serait un plus. Donc ça n'a pas été réfléchi. Donc non, en effet, actuellement, alors c'est aussi la double réflexion en groupe de JASP, ils sont tous identiques, du coup, ils se sentent pas jugés, donc c'est confortable pour les étudiants, sachant que c'était déjà assez déstabilisant comme modalité d'enseignement et perspective. Euh, donc, mais par contre, on a vu que dès qu'il y avait des professionnels d'autres professions et des professionnels finalement un peu plus âgés ou avec plus de bagages d'expérience professionnelle, ben, en fait, ça enrichissait et ça ne perturbait pas, bien au contraire. Voilà, d'où l'idée du DU et de pouvoir proposer à quelques professionnels de venir intégrer ce qui est proposé. Bien sûr, ça fait écho à la suite des prochaines propositions de questions pour les groupes d'après, mais en même temps, vous évoquez qu'il y avait aussi des craintes de ne pas avoir un groupe suffisamment accueillant et bienveillant pour la diversité. Même si vous avez quand même accueilli des patients partenaires, ce qui est quand même un choc aussi probablement redoutable pour faire un groupe qui devient homogène. Et Monsieur Cousman disait que même, et pour les patients partenaires aussi, c'était un travail. Et vous avez réussi à ajuster, donc il y a beaucoup d'espoir pour qu'on puisse intégrer peut-être dans vos équipes un travail pluriprofessionnel, j'imagine. Il y avait la question des publics cibles, vous avez donc déjà répondu. Est-ce que, Benoît, toi, tu aurais des questions à poser à ce groupe-là dans tes choses? Non, j'ai l'impression que là, ça a été abordé, hein. Je vais pas, on peut, je pense, prendre les autres questions en... Il y avait juste Alors, juste, sur le oui, deuxième cycle. Alors, il se trouve que moi, je suis aussi co-responsable du deuxième cycle. Donc, on essaye parce dans le deuxième cycle, il n'y a pas grand-chose sur le TP, hein, soyons clairs. Mais en fait, dans les dossiers, dans les questions, on essaye justement de systématiquement l'aborder. Alors, ça ne va pas être des questions de connaissances, mais plutôt de la diffusion ben, voilà ce que devrait être la médecine avec le partenariat, avec la décision médicale partagée, avec les infirmières azalées, avec l'éducation thérapeutique, voilà, avec l'entretien motivationnel. Donc, on essaye de l'aborder. C'est sûr que mais bon, le problème du deuxième cycle, c'est qu'ils ont vraiment un objectif de concours et de classement et pas forcément une vision professionnelle et de soins et donc de relation aux patients. C'est quelque chose qui se développe plus tard. Et quelque part, c'est dommage, mais je pense tant qu'il y a ce côté concours, ce sera difficile de faire autrement. on verra comment tout à l'heure Cyril et Paul répondent à cette histoire-là, parce qu'ils sont dans ce processus de formation sur la longue distance, finalement, hein, et comment les générations vont se transformer. Moi, peut-être avant de passer à quelqu'un d'autre, je suis assez émerveillé que vous soyez lancé dans une formation comme celle-ci, avec finalement l'équipage qui était le vôtre, avec une telle densité finalement d'enseignement et aussi de propositions d'expérimentation pour les personnes. Dans ma question, j'avais marqué, mais parce que je suis aussi formateur, donc je peux me rendre compte de ce que ça peut signifier. Quels étaient les objectifs qui étaient tendus initialement dans la formation, et puis finalement, quelles compétences vous avez pu mesurer au final, parce que ça va revenir à la suite. Connaissances, impressions, sentiments, mais compétences, vraiment, qu'est-ce que vous avez pu mesurer? Alors, en effet, on n'a pas fait
d'évaluation formelle, factuelle, ce qui est dommage, je pense, parce qu'on était tellement, je pense, la tête dans le guidon qu'on l'a pas prévu initialement. Euh, je me souviens plus si le travail de thèse, justement, je crois que c'était plutôt dans l'échelle de Kirkpatrick du sentiment d'intérêt ou de satisfaction. Donc, il n'y avait pas, voilà, il n'y a pas eu une mesure factuelle de la progression des étudiants. C'est super intéressant parce que c'est clairement une tension pour les formateurs, hein. Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose qui est d'amener des connaissances et y réfléchir? Et déjà, c'est déjà un saut épistémologique ou un saut de paradigme de profession, c'est toujours un énorme truc, ou d'acquérir des compétences concrètes. Mais une compétence, ça pourrait avoir un sens critique sur ce que ça pourrait être une formation médicale et peut-être même un entretien tenant compte de la posture éducative et ou du changement de paradigme de processus de formation, par exemple, en santé. Mais c'est super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Alors, j'ai des questions. On a des questions. Tu veux commencer, Benoît, ou je continue, moi? Vas-y, enchaîne. Si tu veux, je complète après. Alors, quelle formation des patients partenaires au préalable pour Fort Études? Oui, Pas formé Fort Études. ouais. Alors effectivement, il y a deux volets de formation pour les patients partenaires. Donc déjà, tous nos patients partenaires sont formés à l'ETP. Donc ils ont leur module 40 heures. Ensuite, en amont de la Fort Études, on fait ce qu'on appelle une Fort-Fort, une formation des formateurs. Et donc on a un volet spécifique pour les patients partenaires. Et cette formation est animée par deux patients partenaires qui sont membres de notre comité de pilotage. Et en fait, lors de cette formation-là, on discute, enfin, elles discutent surtout, donc bon, évidemment, le fond, la forme de la formation, mais surtout la posture des patients à adopter lors de cette formation. En fait, on a eu un peu des difficultés sur les premières années, enfin la première année surtout, où pour certains patients partenaires, c'était aussi l'occasion d'avoir des futurs professionnels de santé et de faire passer des messages, comment dire? Peut-être un peu de manière incisive sur les trous dans la raquette qu'il peut y avoir dans notre système de soins ou des expériences négatives passées. Voilà, c'était pas forcément la bonne posture. Enfin, en tout cas, du moins, ce qui était attendu d'eux sur cette formation-là. Et donc là, vraiment, sur ce temps de formation entre patients, l'idée, c'est d'échanger sur voilà, ce qu'on attend d'eux, travailler leur posture face aux étudiants, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui se travaille, en fait, la transmission du savoir expérientiel. Et puis surtout, c'est un moment où les patients se retrouvent entre patients qui ont déjà l'habitude de faire la fort-étude et patients qui débutent. Et donc, c'est aussi un peu un jeu de questions-réponses sur voilà, comment on s'organise, comment ça se passe. Les patients qui débutent la première fois dans la fort-étude, parfois ont un peu d'appréhension à l'idée de devoir évaluer des étudiants, faire un débriefing. Donc, on discute aussi tous ces aspects-là. D'accord. Ça faisait sourire Yves en entendant que des fois il y a des messages à passer ou de pas passer, Ouais. et que finalement, entre l'ensauvagement et la normalisation du comportement, il y avait un espace qui était à la fois très créatif, mais aussi pédagogique surtout. Il y avait une question autour euh, c'est Marie-Jeanne qui demandait dispositif hors études, cela a mobilisé 40 personnes en sus des enseignants. Comment avez-vous financé le dispositif? Tout Ouais. le monde a-t-il été rémunéré? Merci de votre réponse. Je pense qu'elle envisage tout le monde et on imagine qui en particulier. Ouais. Alors effectivement, il y avait une autre question, un peu le même titre, sur quel est le modèle économique de la formation. Alors, les enseignants filières, eux, bah, c'est leur travail, donc ils sont rémunérés dans le cadre de leur fonction. Les patients partenaires et les professionnels de santé, eux, pour le coup, c'est un financement à part de leur fiche de salaire ou, voilà, ou de leur rémunération classique, on va dire. Donc là, on a fait le choix déjà de se répartir de manière équitable en fonction des filières. On n'a pas le même nombre d'étudiants en fonction de la filière IFSI qui est largement majoritaire et de la filière pharmacie, par exemple, ou même de la filière ergo. Donc déjà, il y a eu une répartition de la charge financière au prorata du nombre d'étudiants, on va dire, sur chaque filière. Et après, le financement, c'est un financement un peu mixte entre, par exemple, l'IFSI, nous, dépend du CHU. Donc là, c'est le CHU qui a rémunéré soit certains patients, soit certains professionnels.
un peu en tant que vacataire, on va dire, et une charge qui a été supportée par l'université. Moi, par exemple, c'est le côté UFR de pharmacie qui supporte la charge. Et là, on recrute soit les professionnels, soit les patients partenaires en tant que vacataires, en tant qu'intervenants, hein, ce qui arrive très très souvent. Et donc là, ils sont rémunérés par ce biais-là. D'accord, merci beaucoup. Marie-Sophie, qui prépare quelque chose à Clermont-Ferrand, visiblement est très intéressée. Ok. Elle va renvoyer un chat dessus. Si jamais Et vous pouvez pour, poser des questions, ça peut l'intéresser. et Donc, pour, Yves, pardon, et pour Yves et Fabrice, c'est au niveau de la rémunération des patients partenaires, est-ce que c'est le même système que Voilà. Elisa vient de présenter ou c'est différent? Bon, c'est à peu près à peu près le même système, mais ça dépend beaucoup du patient et de son statut, parce il y a des patients qui peuvent rentrer dans le système universitaire OSE. Et dans ce cas-là, il y a des patients qui ne peuvent pas, parce ils n'ont pas le CAD. Et donc là, c'est un autre financement. Soit, c'est toujours un peu complexe. C'est vraiment individualisé par patient, je dirais. Il y en a qui ont leur propre assos, ou leur propre. Moi, j'ai ma propre structure. Par exemple, j'ai une scope qui me permet de facturer les prestations à travers ma scope, parce que ma scope a une convention avec l'université. J'ai aussi la chance d'avoir des diplômes et par ma scope de pouvoir rentrer dans le dispositif enseignant vacataire. Mais c'est pas le cas de tous les patients. Donc, il y a des patients qui ont créé des assos, qui sont auto-entrepreneurs pour essayer de se faire rémunérer. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Moi, personnellement, en D'accord. tant que patient, dans toutes les interventions que je fais, je suis bénévole pour certaines maisons. Au CHU, un statut d'indemnisé plafonné à 1 000 € à l'année. Et quand j'ai dépassé mon plafond, bah, je deviens bénévole. Et après, soit je facture avec ma scope, soit je suis dans la disposition enseignant vacataire, mais c'est une chance pour moi en tant que patient de pouvoir rentrer dans ce dispositif-là. Il y a beaucoup de patients partenaires qui n'ont pas les critères pour rentrer dans le dispositif d'enseignant vacataire. D'accord, merci. ok. Il y avait une question assez technique. Quelles difficultés vous avez rencontrées ou leviers que vous avez mobilisés pour organiser la disponibilité de chaque filière et synchroniser les temps d'enseignement? Alors ça, c'est enfin, j'ai envie de dire notre casse-tête de chaque année, mais en fait, vu que c'est la 5e année qu'on va le faire, l'emploi du temps est assez fixe. En fait, effectivement, il faut se caler entre les retours en stage de certaines filières, les départs en stage d'autres. Et grosso modo, tous les ans, on a un créneau, enfin une fenêtre de tir entre début février et mi-mars. En fait, les différents TD que je vous ai présentés, c'est des TD qui se font toutes les semaines. Donc, on a une fenêtre de tir à peu près, ouais, avec les vacances scolaires en plus, de 6-7 semaines où on arrive à caler cet enseignement-là. La facilité qu'on a eue, par contre, parce que la question c'était les leviers, c'est qu'en fait, les heures d'enseignement, elles existaient déjà. C'est pas des heures qu'on a créées au sein de chaque filière, c'est des heures qu'on a transformées. Donc les heures, on les avait. Par contre, c'est juste voilà, de trouver le moment propice dans chacune des filières. Et en fait, voilà, vu que d'une année sur l'autre, c'est quand même relativement fixe, les emplois du temps, on a cette fenêtre de tir entre février et mars. Donc, Elisa, ça paraît tout simple, mais en fait, ce que les gens attendent, c'était un logiciel comptable pour faire le calpinage des heures des différentes personnes et que ce soit souple. C'est ça qu'ils attendaient. Non, c'est pas vrai, je rigole. Ah! Non, non, on fait tout à la main, hein. Faut tout à la main, voilà, c'est le truc de la négociation. Ce qui est fantastique hein, dans les deux présentations, c'est qu'il y avait aussi un temps présentiel comme ça, direct de formation, et puis un temps expérientiel. Et ça, c'est quand ça ramène aussi une chose que vous avez moins évoquée, avec quoi ils revenaient dans les matériels, les matériaux et comment vous les utilisiez. Ça, c'est un élément important, hein, parce que c'est un élément sur le développement de la compétence. Je regarde s'il y a une autre question. Peut-être vous pouvez répondre à ça si jamais vous avez une idée de répondre à comment vous réutilisiez le matériel expérientiel pendant que je cherche autre chose. Alors en fait, nous, sur les étudiants, quand ils font leur BEP, ils doivent après retourner à leur enseignant référent la synthèse du BEP et les objectifs pédagogiques qui ont été dégagés avec les étudiants. Dans les premières années, on leur demandait de retranscrire mot pour mot l'intégralité du BEP pour qu'il soit envoyé à l'enseignant filière et aux professionnels de santé qui les accompagnent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on accompagne tous plusieurs trinômes. Et en fait, c'était très, très, très chronophage et pour les étudiants de retranscrire et pour les enseignants et les professionnels de santé de tout relire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de nous envoyer la synthèse.
Et en parallèle, les enseignants filières prennent contact avec les patients partenaires pour débriefer aussi un peu avec eux au téléphone de l'expérience avec les étudiants. Et du coup, on arrive à faire un peu ce parallèle entre la synthèse que nous envoient les étudiants, le retour du patient partenaire, et on repart de cette base-là pour la suite des TD. Merci, ça parle de l'ajustement finalement, hein, au fur et à mesure. C'était une question que je posais là au démarrage. Finalement, dans les propositions que vous aviez, ben, j'ai bien l'impression que enfin, vous avez bien exposé qu'il y avait un enjeu pluriprofessionnel ou interdisciplinaire de construction aussi d'une histoire de formation de plusieurs personnes autour de l'éducation thérapeutique comme un média de formation d'un groupe et de développement de compétences professionnelles associées à l'interaction. Mais alors, comment vous avez fait les choix focales pour vos activités, pour mettre précisément des objectifs utiles à tailler la formation? Je suis pas certaine d'avoir compris votre question. Ah, il y a beaucoup d'enjeux hein, dans cette histoire. C'est l'éducation thérapeutique comme médiateur de formation et aussi objet de formation, Mhm. mais il y a aussi le travail interprofessionnel. Il y a aussi le travail aussi au sein de la formation de ces personnes en formation initiale. Donc c'est énorme. Comment vous avez taillé finalement et sélectionné les objectifs de formation pour en faire quelque chose de pertinent? Parce que ça pourrait donner lieu à beaucoup de choses hein, entre les Alors, savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Hein. ouais. Alors effectivement, ça donne lieu à une thèse de science que je suis en train de terminer. Alors non, effectivement, on a été très pragmatique au début, c'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est vraiment posé la question, on crée un dispositif innovant pour former nos étudiants à l'ETP. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on arrive à les former à l'ETP au travers de ce dispositif? Parce qu'on le faisait avant chacun dans notre coin, mais est-ce qu'aujourd'hui, on atteint toujours cet objectif-là? Donc ça, la première année, ça a vraiment été le point essentiel de notre évaluation. D'ailleurs, ça me fait penser à une question tout à l'heure sur le fait qu'on se soit concentré sur le ressenti des étudiants et le sentiment d'efficacité perçu. Alors, oui et non, dans le sens qu'on l'a fait, mais en parallèle, nous, on mène aussi une évaluation pour valider ou non le dispositif pédagogique. Enfin, au final, c'est une unité d'enseignement comme les autres. Donc, on a aussi une évaluation des compétences sur la réalisation du BEP et sur la maîtrise et l'animation de la séance. Mais c'est vrai qu'en 15 minutes, c'est un peu compliqué de tout présenter. Donc, on ne s'est pas concentré que sur le sentiment d'efficacité perçu. Donc déjà une première année, effectivement, où on s'est concentré sur les compétences vraiment en ETP. Et puis après, sur la deuxième année, on s'est demandé si justement ce dispositif de formation en ETP, qui est un dispositif interpro, permettait aussi aux étudiants d'acquérir des compétences en interpro. Parce qu'en fait, pour avoir fait un peu de biblio sur le sujet, des dispositifs d'enseignement interprofessionnel avec un focus sur l'éducation thérapeutique, il n'en existe pas. Il existe des modules de formation où on évalue un peu des compétences en communication ou la connaissance des rôles et des responsabilités de chacun, mais vraiment avec l'objet de l'ETP, ça pour le coup, ça n'existe pas. Donc après, on s'est concentré sur cet aspect-là. On a fait une troisième évaluation où là, on s'est concentré vraiment sur l'apport du patient partenaire et des pros de santé dans cette formation. On a interrogé les étudiants sur des expériences passées qu'ils avaient pu avoir avec des scénarios de simulation, avec des patients standardisés, et on leur a demandé est-ce que finalement le fait d'avoir un vrai patient et pas un cas clinique sur papier ou quelqu'un qui joue un rôle, est-ce que vous avez ressenti une différence? Donc on a aussi ce versant de formation-là. On a évalué aussi les formateurs. On a des formateurs qui rempilent chaque année pour la Fort-Études. Quelque part, c'est qu'ils doivent y trouver un intérêt aussi et qu'ils voilà, ils prennent plaisir dans cette formation. Donc, quel intérêt eux trouvent à animer cette formation en trinôme. Voilà, donc, en fait, des axes d'évaluation de cette formation, on en a plein et on continue d'en développer chaque année. C'est vrai qu'en 15 minutes, voilà, c'est un peu compliqué de tout présenter, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est dense, complexe, avec plein d'outils d'évaluation possibles. On profite chaque année pour faire une strate différente. Oui, vous exprimez avec enthousiasme et passion l'idée que ça pourrait être développé ailleurs. Le sens de la question était aussi de se dire finalement que les sentiments de compétence, comme vous l'avez évoqué, ne racontent pas
des aspects concrets, mesurables, objectifs, et que les deux pour vous sont importants, et que finalement c'est aussi ça qui garantit un peu que les objectifs posés initialement sont suivis d'effets sur la longue distance, peut-être à voir aussi comment ça changera par la suite. Je voyais Cyril hocher la tête sur la question des dispositifs interpro où il y avait l'éducation thérapeutique. J'ai vu. Alors, c'est ton non-verbal. Excuse-moi, Cyril. Tu auras la main après, donc pour en discuter. À moins que tu aies des choses à dire là-dessus. Non, non, l'interpro, c'est très intéressant, c'est difficile à mettre en place. Il y avait deux, trois exemples, mais pour le TP, bah, nous, en tout cas, à l'université Sound Pioneer, c'est très difficile de le mettre en place. Et le bon exemple d'Elisa nous interpelle et on s'en inspirera peut-être. Donc, merci en tout cas, Elisa. La Donc, ça question veut dire. s'était posée aussi sur les étudiants en médecine. Il me semble que je l'avais vu à un moment donné. La Ouais. difficulté à intégrer. Alors, je retrouve Deuxième plus la cycle. question là. Mm. En fait, oui, les étudiants, la fac de médecine, on leur fait des appels du pied depuis longtemps. Après, avec la difficulté, voilà, encore une fois, organisationnelle, ça doit rentrer dans un emploi du temps. Les études de médecine sont très denses, comme le disait Fabrice tout à l'heure, avec un gros focus sur le concours à un moment donné. Donc, à un moment donné, il y avait eu un rapprochement avec le département de médecine générale. Voilà, ça se fait pas. On les attend, en tout cas, ils sont les bienvenus. Ok, sans conclure sur cette histoire, parce que je pense qu'il y a Cyril et Paul qui ont des questions à répondre sur leur chat et puis que le temps avance. Moi, une question qui est du côté du clinicien, hein, je pense que c'est autour de voilà, formation en éducation thérapeutique, certes, mais quid de la transformation de la posture et aussi des compétences humanistes en rapport avec cette histoire, parce que au fond, c'est pas que des compétences en santé et en relation, il s'agit de transformation plus profonde des personnes. Et c'est clair que sur un dispositif court, quelle que soit l'évolution, ça se mesure sur plusieurs années pour que la transformation ait lieu. Et on verra finalement dans les années comme peut-être sont en train de le regarder plus précisément Cyril et Paul dans la formation initiale, comment ça transformera le paradigme où l'intégration d'un bilan fait partie des compétences diagnostiques et non pas seulement purement biomédicales. Alors, Cyril et Paul, la question première, qui était, à moins que Benoît, tu aies une question à leur proposer. Non, je pense qu'on peut prendre la question d'Amandine Oui, Savoca, là, qui me semble être pertinente. Il y en a une autre vas-y, après. tu veux que je la lise? Vas-y, vas-y. Une recherche complémentaire est-elle prévue pour comparer le curriculum prescrit type APC et la réalité de la mise en œuvre? Par exemple, une poursuite d'approche par unité d'enseignement par l'équipe pédagogique. On t'entend pas, Paul. Ah, pardon, je voulais te demander si tu voulais répondre ou si tu voulais que je m'en occupe. Vas-y, parce que j'ai pas de réponse à donner à Amandine, mais bon, si elle veut faire l'étude, pourquoi pas, mais si toi t'es. Vas-y. Bon, oui, bah, j'allais faire une réponse un peu du même type. Nous, du côté du groupe de travail, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour, parce que c'est toujours délicat en fait d'aller questionner les pratiques d'un institut de formation. Vous pouvez pas toquer à la porte et dire, bah, raconte-moi qu'est-ce que tu fais comme mode d'enseignement. Ça peut créer de nombreux biais. Je pense que le meilleur moyen de savoir comment c'est mis en œuvre, c'est de poursuivre et de réitérer les enquêtes qui sont faites à l'heure actuelle. Euh, Celles qu'on a mentionnées, par exemple, qui vont interroger massivement dans tous les IFSI, dans tous les IFMK, comment est enseigné le TP. Ça fournit une belle représentativité. Après, il faudrait des enquêtes nationales, effectivement, pour voir comment sont mis en œuvre les réformes. Euh, Maintenant, encore une fois, qui les porte et comment c'est soutenu. Peut-être pour anticiper une des questions qui avait été posée par Chantal Montreuil, en fait, c'est plus dans ces enquêtes-là que vous allez avoir des données sur les approches pédagogiques qui sont mises en place, pour la bonne et simple raison que dans les curriculums prescrits, ces choses-là sont assez peu mentionnées. Il y a quelques recommandations, mais le but des curriculums prescrits, du moins en France, c'est surtout de définir les compétences, les objectifs, le volume, euh, éventuellement préciser des éléments de contenu et des modalités d'évaluation, sachant que d'un curriculum à l'autre, on l'a vu, il n'y a pas les mêmes éléments et il n'y a pas le même formalisme.
Dans le curriculum, par exemple, de médecin, le volume horaire, il n'est pas précisé. Très bien. Il y a d'autres questions, Benoît, que j'ai pas vues moi dans le chat. J'en ai une autre qui est la mienne, et puis après ça s'arrête. Je J'ai crois. l'impression qu'après la tienne, on a globalement couvert les questions. D'accord. Donc la mienne, c'était comment vous expliquer le retard de déploiement de l'apprentissage par compétences en rapport avec l'éducation thérapeutique? Comment lutter contre le morcellement apparent des apprentissages dans le processus de formation? Comment se formalisent les compétences en relation avec la posture et les compétences transversales humanistes? Il sourit, Cyril, décidément. Il y a plein de questions là. Oui, Paul, tu prends les premières. C'est Ouais, quoi? je peux répondre sur l'apprentissage par compétences de manière générale, et puis après, toi, tu peux répondre sur le TP plus Mhm. spécifiquement. L'approche par compétences, c'est une approche, c'est un mouvement de réforme donc qu'on a vu qui arrive en santé à partir des années 2000 de manière massive, qui touche toutes les professions de santé. Et en fait, c'est des réformes qui sont ambiguës. Les auteurs pointent que les textes des réformes, comme on a pu le voir là, ne donnent pas toutes les clés de lecture et d'application. D'autre part, souvent, c'est des réformes qui viennent perturber des pratiques pédagogiques qui sont organisées traditionnellement en France par discipline. C'est-à-dire que il est facile de comprendre que c'est plus facile pour un institut de planifier des cours les uns à la suite des autres que de penser des approches plus intégratives. Déjà parce que quand on a un volume important d'étudiants et un volume de vacataires important, c'est compliqué de faire de la coordination qui soit réellement collaborative. Donc c'est plus facile de faire un cours d'anatomie, puis un cours de santé publique, puis un cours de bio. Donc ça, c'est des facteurs qui expliquent que par rapport, quand on demande aux instituts de mettre en place une approche par compétence, ça peut être complexe. D'autre part, c'est des réformes qui sont imposées par les ministères, mais il y a assez peu de soutien au changement. Ces réformes, elles sont mal perçues par les professionnels et il y a un réel besoin finalement d'accompagner les réformes, d'une part pour le changement d'un point de vue paradigmatique, c'est-à-dire qu'on ne considère plus l'enseignement mais plutôt l'apprentissage. D'autre part, parce que c'est des changements qui impactent en surface juste les yeux, mais finalement qui vont toucher aux pratiques d'évaluation, aux pratiques d'enseignement. C'est des changements qu'on appelle des changements globaux. Et d'autre part, ça change l'organisation du travail. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour un suivi de stage en approche par compétences, vos tuteurs de stage doivent se parler entre eux. Et donc, si vous êtes dans un contexte où il y a une pénurie de tuteurs, ou alors il y a des difficultés organisationnelles, où il y a beaucoup d'étudiants, c'est pas simplement des changements pédagogiques, c'est des changements réellement de travail ensemble. Donc, tous ces facteurs-là, en fait, sont décrits comme étant des freins aux réformes, et ils sont particulièrement vrais dans l'approche par compétences. ok, vous êtes en train de dire, Paul, qu'ils auraient intérêt à se former l'éducation thérapeutique, les préparateurs de formation, pour comprendre que chaque personne a des besoins d'apprentissage et que les compétences devraient être évaluables et vues de manière plus globale que quelque chose de morcelé. Suivre les deux, à la fois l'attention de formation en tant que connaissance, mais aussi en tant que transformation de la personne en apprentissage. Tout à fait, ça c'est pour l'aspect ETP, et puis une formation plus générale à la pédagogie et puis au changement de curriculum. C'est-à-dire que il s'agit plus de changer un cours, il s'agit de changer tout un institut de formation. Et ça, je suis pas certain que ce soit complètement enseigné dans toutes les formations cadres. Là où ça pourrait paraître joyeux, ça semble être épineux et voire un cataclysme à courte échéance. Ouais. Et si je peux conclure peut-être par ce que tu as demandé sur l'approche des compétences transversales humanistes. On sait que le TP transforme les soignants. Donc pour les étudiants qui se frottent à l'ETP, si on est dans une approche pédagogique active, avec des patients enseignants notamment qui interviennent, c'est forcément intéressant pour ces étudiants. Et donc je pense que pour la pratique professionnelle de tous les étudiants en santé, l'ETP est bénéfique. Donc, développons la formation initiale en ETP. Ouais, ma question était plus impertinente que ça, en fait, Cyril.
Parce que je suis aussi parfois sur le terrain avec des équipes où les gens disent, allez, maintenant, on va faire l'ETP. Mm. C'est comme si le reste du temps, pour le reste du monde, du soin et du reste, il n'y avait plus de posture, il n'y avait plus d'être humain, il n'y avait plus de relation finalement, comme s'il n'y avait pas de continuité. Et ça, c'est un vrai questionnement entre ce que vous disiez, le risque de banalisation, de transformer en outil les activités d'éducation thérapeutique plutôt que d'en faire quelque chose qui est à la fois complémentaire, ajusté, avec une relation qui, comme l'entretien motivationnel, tient compte des outils de communication et d'une certaine intelligence globale de l'ensemble et que la personne est entière à cet endroit. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais la posture de TP est utile à la posture soignante. Et donc, c'est certainement la même qui doit perdurer. Et donc, c'est global. Ouais. Elisa, une réponse peut-être. Oui, Cyril, en fait, je voulais rebondir là-dessus. Nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez nos étudiants quand ils pensent, enfin, je parle des étudiants en pharmacie notamment, quand ils vont faire un entretien patient pour leur expliquer une thérapeutique, ils ont un peu cet abus de langage de dire je vais faire un ETP avec le patient. Et en fait, on leur dit, mais qu'est-ce que tu entends par là? Parce que, en fait, pour nous, il y a deux choses vraiment qui se distinguent. Il y a l'ETP dans le cadre réglementaire français, le programme, les ARS, voilà, tout le contexte réglementaire, la démarche HAS, voilà, donc ça c'est une chose. Mais après, il y a la posture éducative, la posture, et ça, on leur explique vraiment que c'est une manière d'être professionnel, une manière d'être soignant, et que ça, c'est pas quelque chose qui leur demande du temps supplémentaire. C'est pas des activités en plus, c'est une façon d'exercer. Et on tient vraiment à distinguer ces deux versants-là, mais dès qu'on les attrape en deuxième année, en fait. Leur dire ça, c'est une manière d'être et pas quelque chose, parce que souvent on voit l'ETP comme quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut le faire en plus. Et souvent, moi, j'entends les soignants qui me disent, mais on n'a déjà pas le temps de faire des pansements et de mettre des perfs, j'ai pas le temps de faire de l'ETP. En fait, c'est une manière d'être et c'est ce paradigme-là qu'on essaye de changer chez nos étudiants. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu dis et puis la remarque de Frédéric juste avant, l'approche par compétence est une opportunité d'incarner ça. C'est-à-dire que si vous avez une liste à la Prévert de compétences avec 20 compétences déclinées en sous-compétences, etc., l'étudiant, c'est impossible de penser autrement qu'en silo. Et c'est impossible pour lui de ne pas se dire, bah tiens, j'ai mon cours du lundi matin 8 heures, on me demande de faire ça, donc je vais me concentrer sur ça. Et puis plus tard, peut-être, j'aurai un cours où on me demande de faire la posture de TP, je me concentrerai sur la posture de TP. Au contraire, l'approche par compétences, comme les approches qu'on vous a présentées, elle vise à dire il y a un petit nombre de compétences. Dans ces compétences, tout est mis à la bonne place. C'est-à-dire quand on fait un soin, quand on fait un diagnostic, ou quand on mène une démarche d'éducation thérapeutique complète dans un programme, eh bien, cette posture éducative, on la retrouve. On retrouve la littérature sur le raisonnement clinique, on retrouve tout un tas d'enjeux de santé publique ou autres. Euh, et régulièrement, on va demander à l'étudiant, au retour de stage, entre ses enseignements, quelles compétences à développer, avec tous ces éléments-là qui sont présents. Et à mon sens, aujourd'hui, c'est la seule condition pour que ces éléments ne soient pas juste un vœu pieux, parce que, encore une fois, on est dans des contextes, les équipes, elles ne sont pas accompagnées, il n'y a quand même pas énormément de moyens qui sont réinjectés dans la formation initiale aujourd'hui, et donc il y a toutes les raisons du monde pour que le système il n'évolue pas dans le bon sens. Et c'est très dommage, euh, parce que quand on voit toutes les belles innovations qui sont mises en avant, et les deux autres présentations, je pense, elles illustrent très bien ça, c'est dommage que ça reste des choses qui soient ponctuelles, contextualisées à un endroit où il y a un peu plus de force en présence. Et maintenant, on arrive à un moment où il faudrait que ce soit quelque chose qui est porté d'un point de vue national. Merci beaucoup. Je crois on va conclure. Tu veux conclure, Benoît, ou je fais la conclusion? Non, bah, en tout cas, je peux. Merci de nous avoir permis de voir un petit peu votre tambouille interne. C'était très intéressant de voir ça et de nous le permettre et de nous avoir montré que ça marchait. En tout cas, même si, comme le rappelait Paul, ces initiatives elles sont locales et contextualisées, ça nous a montré que tout ça, ça pouvait marcher et que peut-être que ce mouvement de réforme de l'APC et l'occasion en tout cas, de voir évoluer les choses dans des mouvements plus global. Et en tout cas, cette approche par compétence, je trouve là, en l'occurrence, nous a permis de prendre du recul. Euh,
et une certaine mise en confiance sur la manière dont on peut aborder l'OTP sur le terrain, mais aussi surtout l'évoquer dans la formation continue et qui plus est encore plus dans la formation initiale. Donc en tout cas, merci à vous cinq pour ces présentations. Voilà, merci beaucoup. Je trouve Merci. très encourageant et très stimulant. C'est un peu l'objectif aussi de ces webinaires que finalement, ou ces webconférences, aussi que vous ayez pu avoir un temps de partage autour de ça. Rappelez-vous et dites-le autour de vous que finalement, ce moment-là n'est pas un moment où l'expertise doit être définitive, mais plutôt un champ expérientiel hyper intéressant pour la communauté. Et Benoît, peut-être tu as des choses à leur proposer. Est-ce qu'ils sont d'accord de transmettre leur PowerPoint, leur diaporama pour la suite et le mettre sur le site de la semaine? Oui, si vous nous autorisez, on peut mettre vos diaporamas en PDF sur le site de la SET dans l'espace membre pour que les membres puissent le visionner, le récupérer, si Et vous en êtes d'accord. les diapositives qui ne sont pas sensibles, hein, celles qui ne sont pas pour la recherche universitaire et votre thèse et votre passage comme prof à l'université, évidemment. Et, voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a des annonces à faire, Benoît, non? Oui, il y a 2 dates à vous donner, enfin une période. C'est la prochaine webconférence qui sera en mars 2026. Donc on communiquera bientôt sur la date et le thème. Et après, tu peux peut-être nous parler du congrès. Oui, mais j'ai pas les dates en tête, alors c'est bien que tu les donnes peut-être. Du 3 au 5 juin à Paris, Bobigny, prochain congrès de la SET, avec très prochainement la possibilité de s'inscrire et de déposer des abstracts. On va faire appel à vous pour les appels à communication, donc ça arrive très très prochainement. Est-ce que tu peux envoyer par le chat directement la dia, le truc Save the Date? Comme ça, ils l'ont et puis ils le diffusent directement. Non, je ne l'ai pas là. Ah, Je ne l'ai pas. mais on va leur Euh, envoyer par. T'as les adresses des gens qui ont pris leur. oui, en tout cas, on va faire un rappel mail. Voilà, Ouais, ouais, merci. ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Frédéric pour ta co-animation et à bientôt. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Merci. au revoir.